Bonjour Marguerite. Bonjour, ça va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Alors, du coup, on va commencer notre module aujourd'hui sur ce que vous faites instinctivement lorsque votre enfant se fait embêter et pourquoi ça ne les protège pas. Donc, je vous invite à vous imaginer une scène assez commune. Vous êtes dans votre maison et vous rentrez, et votre enfant, pardon, rentre un soir et commence à vous raconter où alors vous sentez que quelque chose ne va pas. Un enfant qui l'embête, une moquerie qui est répétée, une exclusion. Et en une fraction de seconde, quelque chose se déclenche en vous. Avant même de réfléchir, vous faites ou vous dites quelque chose. Et ce soir, on ne va pas parler de ce que vous auriez dû faire. On va surtout parler de ce que vous faites naturellement et de pourquoi ce n'est pas suffisant pour protéger votre enfant. Donc, nous allons nous présenter. Je te laisse, Sonia, commencer et puis je prends la suite. Donc en fait, moi je vais surtout parler des ressources internes qu'on peut trouver, qu'on peut développer chez notre enfant pour qu'il puisse se protéger face à tout ce qui peut lui arriver dans la vie. Et on va voir que ces ressources sont très utiles et plus utiles que d'agir sur l'extérieur. Et toi, Marguerite, tu vas nous parler du corps. Voilà, moi je vais vous parler du corps, autant celui de l'enfant que celui du parent. Parce que enfin, voilà, le corps, il a une expression aussi, et parfois on l'oublie souvent, et du coup, on va voir le corps et avec, en lien avec le système nerveux, en fait, ce que déclenche le système nerveux avant les mots. Donc, on va nommer les 5 réflexes les plus courants qu'on a et on va voir pourquoi c'est pas les meilleures solutions ou les meilleures choses à faire quand votre enfant vous rapporte, par exemple, qu'il a des problèmes relationnels à l'école. Donc l'idée, c'est vraiment pas de vous culpabiliser parce que en tant que parent, on fait toujours de notre mieux, on fait de notre mieux avec tout notre cœur en plus et on essaye de protéger notre enfant. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ces réactions qu'on a tous par réflexe, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir décoder pour pouvoir les nommer afin de pouvoir les modifier et à l'avenir trouver des alternatives. Donc il ne s'agit pas d'erreur, il s'agit de réflexes naturels et humains qui ne sont pas des problèmes mais qui sont insuffisants. Et comme on peut faire mieux, bah voilà, autant en parler et vous proposer comment réagir autrement pour que ce soit mieux adapté à votre enfant et à ses besoins. Donc on va commencer par le tout premier réflexe. Ce serait de dire à l'enfant, t'inquiète pas, ça va passer. On a tous tendance à le faire pour essayer de le rassurer parce qu'il arrive, il s'est passé quelque chose, il a de la tension en lui et on va lui dire t'inquiète pas, ça va passer. Le problème, c'est que notre intention, qui est de le calmer, de calmer ses émotions, de rassurer et éviter qu'il dramatise, le problème, c'est que ce qu'il entend, surtout et avant tout, c'est pas si grave ce que tu vis. Quand on lui dit ça va passer, c'est comme si on lui disait écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Et de ce fait-là, c'est comme si un petit peu on minimise ses émotions, on minimise la gravité de ce qu'il ressent pour lui. Et c'est vraiment comme si lui dire que sa douleur est pas réelle, alors que la souffrance de votre enfant, elle peut être parfaitement réelle, même si pour vous, des fois, ça peut paraître des petites choses, pour lui, ça peut être vraiment intense et important. Donc, c'est important de ne pas lui dire « t'inquiète pas, ça va passer », parce que si vous le faites, justement, vous minimisez sa souffrance. Et ce qu'il peut apprendre, oui, il va apprendre qu'en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'en parler à mes parents, parce qu'ils ne comprennent pas et ils font rien pour moi. Ils ne me prennent pas au sérieux quand je souffre. Donc le message qu'on envoie, ce n'est pas un message qui permet d'inscrire l'enfant dans la confiance qui peut s'adresser à vous dans le futur. Et du coup, ce qui se passe chez le parent quand on entend quand on se confronte à la souffrance de notre enfant, il y a plusieurs réflexes différents. Et un des réflexes, ça peut être justement voilà, de dire que ça va passer. Et du coup, en fait, c'est que notre système nerveux est déjà activé. Ça régénère une certaine peur de se dire qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Et du coup, cette peur, la première intention qu'on a envie de faire, c'est de se rassurer nous.
D'accord? Donc, le fait de dire ça va passer à notre enfant, en fait, c'est le ça va passer pour moi, avant mon enfant. C'est pas du tout un défaut, c'est vraiment de la biologie, c'est vraiment le système nerveux qui vient dire il y a un danger, qu'est-ce que je fais pour le danger? Et puis je me rassure. Voilà, en fait, il n'y a pas trop de danger, ça va aller. Et du coup, vous pouvez avoir au niveau du corps, de l'expression de votre corps, la voix qui monte un petit peu, qui monte légèrement dans les aigus, un débit qui s'accélère et un besoin assez rapide de clore la conversation. Voilà, on a le besoin de se rassurer, c'est de se protéger, c'est un mécanisme de défense qui fait que si j'en sais plus, je ne sais pas ce qui va se passer en moi, donc je préfère couper là. Et du coup, hop, on arrête la conversation. C'est pas du tout du désintérêt, c'est vraiment de la surcharge et un mécanisme qui permet d'effacer un peu la peur qui nous envahit quand on entend que notre enfant est en souffrance. Voilà, on peut passer au deuxième conseil du coup. Alors le deuxième conseil, c'est quand on leur dit ignore-les. Parce que quand on dit à notre enfant, par exemple, qu'il s'est fait embêter à l'école, on lui dit ah mais ignore-les. Alors ça peut fonctionner si c'est une blague ponctuelle, mais dans le cas de harcèlement par exemple récurrent ou quand un enfant l'embête de manière récurrente, ça marche pas parce que il s'agit d'une dynamique de pouvoir. Et le problème, c'est que ça peut même empirer parce que le fait d'ignorer quelqu'un, c'est lui montrer que ça nous touche émotionnellement. Donc à partir du moment qu'on fait l'effort d'ignorer, ça veut dire qu'on s'en fiche pas. Et c'est ce que recherche le harceleur ou la personne qui embête, c'est de voir qu'il a un impact émotionnel sur votre enfant. Donc si vous lui dites simplement ah mais ignore-les, en fait, c'est comme s'il prouvait à l'enfant qui l'embête qu'il est touché émotionnellement, donc que ça marche. C'est comme par exemple pour lui conseiller de lui dire ah mais dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter, c'est aussi pas un très bon conseil parce que certainement qu'il a déjà essayé de leur dire d'arrêter et que ça n'a pas fonctionné. Et c'est un conseil qui suppose que le problème c'est un malentendu, alors que le problème c'est pas un malentendu, ça peut être un rapport de force. Donc quand on dit ah mais arrête, pareil, on montre qu'on est touché émotionnellement et donc on montre à l'autre enfant qu'on est une bonne cible pour se faire embêter. Et la troisième chose qu'on a tendance à dire, c'est « Ah, mais défends-toi ». Et là, pareil, un enfant qui sait comment se défendre, qui y arrive, il le fait. Donc, si votre enfant ne le fait pas, c'est parce qu'il n'y parvient pas. Et quand on lui dit « Ah, mais défends-toi », ça peut encore plus le culpabiliser parce que s'il n'y arrive pas, il peut se trouver encore plus nul de ne pas réussir à faire ce que vous lui conseillez. Et en plus, le risque, c'est que votre enfant devienne l'agresseur aux yeux par exemple, des enseignants qui verront que la fin de l'interaction. Donc, il risque de passer pour le méchant et celui qui embête, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et ça peut aussi faire escalader la violence. Donc, ça peut dégénérer et il peut être blessé, suivant qui il a en face. Alors, défends-toi, ce n'est pas non plus le meilleur conseil à donner. Alors que votre enfant, il est victime aussi de harcèlement. Il a aussi un système nerveux qui est très, très actif. Et quand ce système nerveux est actif, et du coup, on parle un système nerveux sous stress, il y a trois réactions à celle-là qui sont l'attaque, la fuite et le figement. Et généralement, l'enfant harcelé est dans la fuite ou le figement. Et du coup, ce sont trois réactions qu'on appelle archaïques, où le cerveau, dans ce cas-là, il est incapable de penser et de réfléchir correctement face à une situation qu'on dit stressante. Donc, quand on donne ces conseils à notre enfant, en lui disant ignore-les, dis-leur d'arrêter, défends-toi, quand on est vraiment dans le conseil de quoi faire, l'enfant, quand il arrive dans cette situation-là, comme il est sous stress, il n'est pas capable de réfléchir à ce qu'il doit faire et du coup, il est incapable d'agir, en fait. Donc, c'est l'exemple qu'on a pris, c'est vraiment de demander à quelqu'un de sprinter avec une jambe cassée. Voilà, il n'est pas dans la capacité de l'action parce qu'il a un cerveau qui est sous stress. Donc, ce dont l'enfant a besoin d'abord, c'est déjà de retrouver, que son système nerveux, retrouve plutôt une base de sécurité. Et pour ça, il a besoin de comprendre ce qui se passe en lui, il a besoin de différentes choses qu'on verra après. Et du coup, en fait, les conseils, ils viennent surtout après, mais pas avant. Quand l'enfant vient vous expliquer une situation ou vient vous confier une situation, si on rentre tout de suite dans le conseil, la majeure partie du temps, ça ne va pas marcher. Donc, une des raisons de ce que Sonia a exprimé, et l'autre raison, c'est que son système nerveux n'est pas capable d'agir encore parce qu'il n'est pas calmé. Voilà, il est vraiment actif.
Oui, par exemple, un enfant qui figerait quand il est agressé, c'est comme la sidération, hein, c'est ce qu'on parle, vous avez sûrement entendu parler déjà de l'état de sidération. Ça veut dire qu'en cas d'agression, une partie d'entre nous, et c'est un système de défense très sain, qui s'enclenche tout seul, et donc on ne peut pas faire autrement. Si votre enfant a comme système de défense de figer, il ne pourra pas le changer comme ça. Ça demande un travail sur soi, de l'aide probablement d'un thérapeute et un travail intérieur pour pouvoir apprendre à ne pas être figé. Mais s'il se fige, il n'y peut rien et il ne peut rien faire par lui-même pour simplement sortir du figement. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. On va voir maintenant le troisième réflexe. Voilà, donc le troisième réflexe qu'ont certains parents, c'est de dire, bon, je vais vite intervenir, je vais appeler l'école pour leur demander d'intervenir et d'arrêter. Mais ça, c'est aussi un pas très bon conseil, enfin pas une très bonne chose à faire de suite. Le problème, c'est que le message que vous dites à votre enfant, c'est que vous allez faire à sa place et vous prenez les devants sans forcément le prévenir de ce que vous allez faire, et probablement s'il n'est pas d'accord avec ça, il peut avoir peur, et quand on lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé, il risque de dire mais rien, de minimiser, parce qu'il aura peur de ce qui peut se passer s'il passe pour l'enfant qui a balancé les problèmes, qui est allé dénoncer. Donc il vaut mieux lui en parler avant, et si vous le faites, le faire en accord avec lui, et en tout cas pas sans le prévenir et sans qu'il soit d'accord. L'autre réflexe, ça peut être de contacter directement les parents de l'autre enfant. Le problème, c'est que suivant qui vous avez en face, ça peut dégénérer en conflit de parents, en plus du conflit d'enfants, ce n'est pas forcément des gens qui sont très réceptifs. Donc là, votre enfant sera responsable d'un conflit entre adultes en plus. Donc ça peut lui créer un stress supplémentaire si on appelle comme ça sans préparation, et surtout si on appelle dans la colère et dans l'énervement les parents de l'autre enfant. Et le problème, c'est que si vous agissez à la place de votre enfant en prenant les devants et en appelant directement l'école, vous lui apprenez pas à se défendre. Vous lui apprenez que vous pouvez faire à sa place. Et en fait, le risque, c'est que la prochaine fois que ça lui arrive, il essaiera même plus de se défendre parce qu'il se dira « il faut que je demande un adulte parce que moi, j'y arrive pas tout seul. » Donc, en fait, c'est plutôt un constat d'incapacité que vous lui donnez, et c'est pas forcément lui rendre service. Peut-être je te laisse enchaîner, après j'ai une petite anecdote à vous raconter sur ce sujet. Oui, c'est vraiment, enfin, ça vient vraiment compléter ce que dit Sonia. En fait, quand le parent intervient sans son accord, ça génère chez l'enfant, du coup, cette incapacité de dire je ne peux pas le faire tout seul. Et ça génère chez l'agresseur aussi, tu peux pas te défendre tout seul. Voilà, il y a aussi ça. Il y a vraiment ce message qu'on envoie inconsciemment, en fait, aussi, à l'agresseur, qui en profite, en fait, pour se dire, mais en fait, c'est une victime parfaite, j'ai envie de dire. Parce que voilà, il y a cette notion de défense, j'ai rien à craindre, parce que lui, tout seul, il n'y arrivera pas. Donc, c'est aussi important de prendre ça en tête, d'avoir ça en tête, et de dire aussi, l'intervention, elle est parfois indispensable. On ne vous dit pas de ne pas intervenir, ça c'est très important. Elle est parfois indispensable. Ce qu'on préconise, c'est que le parent puisse en parler à l'enfant, de dire, là, je ne peux pas te laisser tout seul face à cette situation parce qu'il y a un danger, parce que il y a quelque chose où c'est pas possible que je te laisse tout seul face à ça. J'aimerais appeler l'école. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, de préparer en fait ça avec lui. Peut-être que lui veut être présent aussi, peut-être pas, voir ça un petit peu. Mais l'importance de construire ça avec lui pour pas qu'il soit dans cette incapacité de dire les autres font à ma place et moi je ne fais rien. Voilà, et je ne suis pas capable. Il y a aussi le fait de bien choisir, si vous décidez ou si vous devez contacter l'école, par exemple, de bien choisir à qui vous allez vous adresser et dans quel état émotionnel vous êtes au moment où vous faites ces démarches, pour pas rajouter encore de l'huile sur le feu, parce que plus vous allez rajouter l'huile sur le feu, plus votre enfant risque d'en souffrir. Donc, pour vous donner un exemple, dans une école en Suisse, la semaine dernière, je connais l'enseignante qui m'a raconté ce qui s'est passé. Il y a une des filles de la classe qui a dit à une maîtresse de remplacement, qui a un des garçons qui abuse d'elle depuis 1 an. Ils ont 11 ans. Et le résultat, c'est que les parents les ont directement retirés de l'école et plus jamais remis à l'école. La maman de la fille a porté plainte.
Les parents du garçon ont dit qu'ils allaient porter plainte pour diffamation parce que l'enfant nie tout en bloc, il dit c'est pas vrai, j'ai rien fait. Et en réalité, il n'y a pas moyen de savoir si la fille a dit ça sous l'influence de ses amis ou si c'est la vérité. Et la maîtresse disait, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que je connais bien ces deux enfants, j'ai des bons contacts avec. Si j'avais pu les prendre à part seul à seul pendant un petit moment, puis leur parler tranquillement, peut-être que j'aurais réussi à faire que ça ne parte pas comme ça devant la justice. Parce que le résultat aujourd'hui, c'est que comme les parents de la fille ont porté plainte, les enfants ont été retirés de l'école, ça a parlé évidemment entre tous les enfants avec des groupes WhatsApp, et aujourd'hui, ni la fille ni le garçon peuvent retourner à l'école. On est au mois de mai, ils risquent pas d'y retourner avant la fin de l'année parce que c'est catastrophique en fait, le bouche à oreille commence à parler. Donc, ils risquent tous les deux d'être déscolarisés, il va falloir retrouver une autre école. Donc, voilà, pour dire peut-être des fois d'agir avec la précipitation. Moi, je vous conseillerais de dormir dessus, de respirer tranquillement et ensuite de décider calmement ce qui est le mieux pour l'enfant en prenant en compte les tenants et les aboutissants, peut-être en vous faisant conseiller en fonction de ce qui arrive et pas réagir dans la précipitation et dans l'énervement parce que là, vous pouvez faire des dégâts qui peuvent ensuite durer un moment et pénaliser vos enfants sur le plus long terme. Voilà, c'était juste pour eux. Oui, bah c'est super intéressant parce que cette réaction, comme tu dis, de penser à comment on va le dire, de quelle manière, voilà, d'être dans cette écoute de soi, en fait, c'est aussi un apprentissage. C'est une gestion émotionnelle et un apprentissage de se dire, ah ben, là, je suis complètement énervée, je vais attendre pour pouvoir réagir. Parce que c'est apprendre ça sur sa fille et même sur le garçon aussi, c'est une bombe énorme. Enfin, c'est pour les parents, ça doit être quelque chose un tsunami, quoi, vraiment. Donc, c'est aussi de se dire, OK, là, je viens de recevoir quelque chose d'hyper fort, que mes émotions sont très légitimes. Et en même temps, est-ce que je suis capable de les calmer et de prendre une décision en étant plus rationnelle, plus que moins dans l'émotionnel, pour justement faire au mieux, en fait, pour les enfants aussi. Les parents qui ont réagi comme ça, ils ont sûrement pensé sur le coup que c'était mieux pour eux. Hein. C'est aussi sur l'instant, voilà, dans l'émotionnel. Mais après, voilà, dans la raison, est-ce que effectivement, c'est mieux pour eux ou pas. Voilà, il est possible que cette réaction émotionnelle des parents augmente le possible traumatisme des enfants. Parce qu'ils vont être aussi touchés par la souffrance, la peur de leurs parents beaucoup plus intensément, parce que justement, on est proche. Donc voilà, on a la responsabilité aussi de protéger nos enfants par rapport à ça. Complètement. Alors, le réflexe suivant, c'est un réflexe qu'on a d'amour pur, on vient d'en parler un peu, c'est de retirer l'enfant de la situation. Justement, quand on le fait, on essaie vraiment, on essaie de lui éviter de la souffrance et des problèmes. Le problème, c'est qu'on apprend à notre enfant à éviter. Au lieu de lui apprendre à traverser les problèmes, on lui dit, essaye de contourner le problème, essaye de ne pas faire face. Et on valide aussi, en le retirant, que le monde est dangereux, qu'il n'est pas en sécurité, qu'il ne doit pas y retourner. Et là, vous donnez un signal à votre enfant que le monde est dangereux et qu'il ne sait pas se protéger. Donc ça peut beaucoup le déstabiliser et lui faire aussi perdre confiance en lui-même et en sa capacité de faire face en cas de problème. Et le problème, c'est que si vous le surprotégez, il n'apprendra pas par lui-même à faire face. Et plus tard dans sa vie, il n'aura pas appris. Et la question que vous pouvez vous poser à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente à votre enfant, au lieu de dire « Ah mon Dieu, comment on va faire et qu'est-ce que je vais faire pour le protéger ?» c'est « Qu'est-ce que cette situation pourrait lui apprendre ?» Qu'est-ce qu'il aurait à apprendre de la situation? Donc, qu'est-ce qu'il pourrait retirer de ces situations? Au lieu de retirer l'enfant, on essaie d'en retirer une leçon, quelque chose qu'il peut apprendre et qui peut lui permettre de grandir. Quand on enlève l'enfant de la situation, en fait, c'est ce qu'on appelle une technique d'évitement. Quand un enfant il est harcelé, il y a l'angoisse qui génère. Donc il peut y avoir des plaintes de ne pas vouloir aller à l'école et tout ça. Et du coup, quand on l'apprend, on peut dire voilà, effectivement, tu n'iras pas. Et en fait, cette technique d'évitement, toutes les neurosciences s'accordent toutes aujourd'hui pour dire que c'est la pire des techniques pour combattre cette angoisse face à une situation.
C'est la pire des techniques parce que justement, on ne la confronte pas. Et à chaque fois qu'on est confronté, si c'est pas maintenant à l'école, il peut avoir une autre situation d'adulte qui lui rappelle des souvenirs ou des choses comme ça. Et le fait de jamais avoir été face à cette situation et d'avoir compris ce qui se passait, d'avoir retiré les leçons par rapport à ça, d'avoir affronté ces difficultés et ces obstacles, fait qu'il va continuer à être dans cette série d'évitements et ça peut engendrer une phobie, ça peut engendrer des choses beaucoup plus importantes par rapport à l'angoisse. Donc, c'est très, très important de le confronter à cette situation-là. Alors, il y a plein de techniques pour le faire. L'idée, c'est que ce soit pas brutal, que ce soit pas, vas-y, on y va. C'est pas jeter l'enfant dans la piscine pour lui sortir cette angoisse de l'eau. Il y a beaucoup de techniques qui permettent ça, mais c'est vraiment très important de ne pas, justement, retirer l'enfant de la situation. Voilà. C'est vraiment de l'accompagner pour qu'il puisse être... apprendre à traverser apprendre à de manière sécurisée. Alors, le dernier réflexe, alors vous verrez, c'est souvent vrai, mais parfois c'est inexact. C'est quand on dit à l'enfant, mais c'est normal, c'est pas si grave. J'ai entendu souvent quand j'allais parler avec des directeurs d'école par rapport au harcèlement scolaire, ils me répondent « Ah, il faut bien que jeunesse se fasse ». Alors oui, quand c'est des jeux entre enfants, mais quand c'est du harcèlement, ça peut laisser vraiment des marques à long terme chez l'enfant. Donc c'est pas quelque chose à minimiser et c'est important de pouvoir le prendre au sérieux. La différence, c'est que le harcèlement, c'est un rapport de force répété et que l'enfant qui le subit se sent mal, en fait, il en souffre. Donc à partir de là, c'est pas acceptable, puisque ça peut le mener à perdre confiance en lui et à s'isoler progressivement. Dire à un enfant « Ah, mais tu exagères », quelque part, c'est comme si on nie ce qu'il ressent. C'est comme si on lui dit « Mais t'en fais trop, tes émotions ne sont pas justifiées ». Et ça peut être très déstabilisant parce que l'enfant, justement, pour grandir, il doit commencer à petit à petit faire confiance à ce qu'il ressent, pouvoir identifier ce qu'il ressent et faire confiance à ses ressentis. Et quand on lui dit « tu exagères », ça remet en doute tous ses ressentis, tout ce qu'il croit comprendre de ses ressentis. Donc, il risque d'être très déstabilisé par la suite pour savoir si ce qu'il ressent est vrai ou pas. Et on a plutôt tendance à essayer d'encourager l'enfant à croire en ses ressentis, à les écouter, parce que souvent, la vérité est quand même dans ses ressentis, elle est quand même là. Donc, si on contredit en plus, puis quand on lui dit « tu exagères », ça ne le calme pas, ça ne le rassure pas, il ne se sent pas mieux. Ça fait que minimiser et on n'apporte rien de positif. Donc le risque, c'est qu'on apprenne justement à l'enfant, sur le long terme, que ce qu'il ressent n'est pas justifié. Et donc, ça, c'est vraiment un moyen pour un risque qu'il minimise lui-même ce qu'il vit par la suite. Donc, qu'il accepte des situations qui ne sont pas acceptables dans sa vie. Donc, par exemple, de la violence ou des situations inadmissibles. En fait, au niveau du corps, quand on ressent une émotion, si on y prête attention, je pense qu'on est tous capables de dire que quand on est stressé, je sais pas, on peut avoir mal au ventre, on sent les épaules qui se remontent, on peut serrer les dents. Alors, tous l'expriment d'une manière différente. Attention, c'est pas du tout... et toutes les expressions sont valides, mais il y a vraiment une expression corporelle qui est là. Et un enfant qui est dans l'apprentissage de ses émotions, le cerveau émotionnel est mature à l'âge de 25 ans. Donc, un enfant est vraiment dans l'apprentissage de ses émotions. S'il ressent cette douleur, un mal-être, voilà, au niveau du ventre, de la gorge, du cœur, ça peut être dans le dos, j'en sais rien. S'il ressent ce mal-être et que l'adulte vient lui dire « tu exagères, c'est pas grave, c'est normal », il n'y a pas de mot qui est mis sur ce mal-être. Donc, ça veut dire que cette douleur corporelle qu'il ressent n'a pas à être là, en fait. Alors que son corps est en train de lui dire « attention, il y a quelque chose là que tu veux exprimer ». Chaque émotion est là pour nous dire quelque chose. Et
Et du coup, le fait de vraiment minimiser ce qui se passe, l'enfant, il ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Tandis que si on vient dire, ah oui, je comprends que ça doit être un peu angoissant, ou je comprends que tu peux avoir peur, ou je comprends que tu sois triste, ou voilà, il y a ce mot, triste, peur, angoisse, qui vient mettre des explications sur ce que l'enfant ressent. Et en fait, ça, c'est hyper important, d'une part, pour augmenter le langage et éviter de passer par le corps quand on devient adulte, quand on est angoissé, quand on a peur, quand on est stressé, on a envie d'aller à l'attaque parce qu'on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on ressent par le langage. Donc ça, c'est d'augmenter le langage. Et d'autre part, de faire un lien entre ce que je ressens, qui est valide et qui est OK, et ça a un nom. Enfin, c'est un nom, c'est légitime de ressentir ça. C'est une émotion. Les émotions, on ne peut pas les effacer. Elles sont là vraiment pour nous dire quelque chose. Et plus on les valide, plus elles vont disparaître, en fait. Plus on est dans l'acceptation de qu'elles soient là, plus... Enfin, elles vont disparaître. Attention, elles ne disparaissent jamais, les émotions. Elles vont s'apaiser. Voilà. D'accord? Donc, c'est très important de pouvoir comprendre l'émotion de l'enfant. Peut-être que l'enfant, il n'est même pas capable, en fait, de dire ce qu'il ressent. Peut-être qu'il n'est pas capable de dire j'ai peur, je suis angoissée, mais de dire maman, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école, maman, je n'arrive plus à parler, voilà, quand je vais à l'école, je sens que j'ai mes poings qui se serrent très fort. Bah, ah oui, peut-être que tu ressens cette émotion-là. Voilà. Et ça, c'est très important de pouvoir mettre des mots là-dessus. Toujours avec le peut-être, c'est l'enfant qui valide après, si c'est ça ou pas. C'est pas nous. Parce que il va le valider instinctivement, en fait. Voilà, mais c'est toujours peut-être que tu ressens ça, ou j'ai l'impression que effectivement depuis que tu vas à l'école, je te vois stressée, je te vois angoissée, je te vois. Voilà, et de parler en jeu et que l'enfant dise oui, c'est vrai, ou il va dire non, je suis pas du tout en colère, alors qu'il est très en colère, mais c'est pas grave, le mot a été mis. Voilà, il est là, il est posé, et du coup, ça fait ce lien vraiment entre corps, langage, expression. Et c'est très important. On fera une conférence complète sur toutes les émotions parce que c'est vraiment, elles ont tout un message, elles sont toutes utiles. Et quand on arrive à mettre le mot sur l'émotion qu'on ressent, ça nous permet aussi d'être plus conscient de ce qu'on vit et donc de pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc ça mérite bien une heure de conférence. Donc on va voir maintenant pourquoi ces réflexes ne protègent pas vraiment. Donc, comme on l'a dit au début, c'est pas des erreurs, c'est juste qu'elles répondent pas à la bonne question. C'est tout des réflexes d'amour, mais ça agit tout sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et nous, on va vraiment vous amener à vous demander comment agir plutôt sur l'intérieur pour que justement tout ce qui arrive à votre enfant puisse lui être utile pour la suite de sa vie. Donc l'idée, c'est de basculer d'une question à l'autre. Donc au lieu de dire « Ah bah comment on va faire pour vite arrêter cette situation ?» mais de se dire « Qu'est-ce que mon enfant va emporter de tout ça ?» Ça veut dire « Pourquoi est-ce que ça arrive dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il a à apprendre de cette situation ? Et comment ça va lui permettre de ressortir grandi ?» Et à ce moment-là, la situation ne devient plus un problème, mais quelque part quelque chose qui peut nourrir l'enfant et lui apprendre. Par exemple, s'il subit du harcèlement scolaire, peut-être que s'il arrive grâce à ça ensuite à développer une meilleure confiance en lui et aussi des modes de réponse, peut-être que toute sa vie ensuite il sera plus embêté. Donc quelque part la vie est en train de lui dire attention, là il y a quelque chose où peut-être tu as besoin d'acquérir du savoir-faire ou de renforcer ta sécurité intérieure. Du coup, en fait, quand on a tous ces réflexes-là, il y a un cycle qui se met en place, qui s'appelle le cycle advérien. Ce cycle, il est chez l'enfant, il est très très présent et il l'amène à de l'interprétation et généralement à une mauvaise interprétation aussi. Du coup, en fait, l'enfant vit une expérience. Cette expérience génère une émotion. Cette émotion génère une pensée. D'accord? Donc, par exemple, si l'enfant, l'expérience, pardon, c'est le harcèlement à l'école, l'émotion, ça génère du stress et de l'angoisse. Et entre-temps, du coup, il y a les parents qui vont intervenir, qui vont appeler l'école, l'enfant, il va pas retenir cette défense des parents pour lui. Il va retenir, je ne suis pas capable. C'est la pensée qui va se former. Alors que c'est pas du tout ce que les parents ont voulu dire. Hein, attention, donc c'est pour ça que je parle aussi de mauvaise interprétation. Donc ça, c'est vraiment au niveau cérébral que ça se passe. Et du coup, ce qui protège vraiment l'enfant sur le long terme, c'est cette expérience interne. C'est de pouvoir dire, OK, je traverse quelque chose, j'ai traversé quelque chose, et c'est pas l'absence de difficulté. C'est voir, en coaching parental, on parle beaucoup avec les parents,
souhaitez, alors c'est peut-être un peu dur à entendre quand notre enfant se fait harceler, parce qu'on sait qu'il y a énormément de souffrance et que c'est des situations qui sont très désagréables à vivre. Et en même temps, comme dit Sonia, si on le voit un peu dans cette dynamique-là, qu'est-ce que je veux enseigner mon enfant aussi, parce que comme parent, on est aussi ce guide, qu'est-ce que je peux enseigner à mon enfant à travers cette expérience-là, à travers cette situation-là, qu'est-ce que je peux, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment l'accompagner là-dedans, mais pour que lui, en fait, soit acteur vraiment de cette situation-là. Voilà. Encore une fois, il y a des situations qui méritent que les adultes prennent en charge, et voilà, on est très consciente de ça, attention. Mais voilà, c'est de voir comment est-ce que l'enfant peut agir et comment est-ce que je peux l'accompagner pour que cette expérience soit interne et pas externe. Je vais juste alors développer ce sujet-là brièvement, on y reviendra à d'autres occasions, mais il y a des cas où c'est indispensable de demander de l'aide à l'extérieur. Par exemple, quand c'est des violences objectives. Ce qu'on appelle une violence objective, c'est si votre enfant a une blessure, il est tombé par terre, il s'est cassé le bras, il s'est tordu le poignet, il a mal, ou s'il s'est fait voler quelque chose. Pour ce qui est de la violence subjective, qui est des mots ou des petites bousculades, ou le fait qu'il soit mis à part dans le groupe, ça vient, c'est de la violence subjective, et pour tous ces cas de violence subjective, on va plutôt essayer de lui faire développer ses ressources internes pour qu'il puisse lui-même apprendre à y répondre. Et justement, tous les modes de réponse dont on a parlé, les 5, visent tous à changer quelque chose à l'extérieur, alors que ce qui se passe, et qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà justement comment modifier la représentation que l'enfant a de lui-même pour que ça ne se passe plus. Et c'est pour ça que y a mieux à faire que de faire à sa place ou de minimiser ce qu'il vit, mais de le rendre justement, de l'alerter sur ce qui se passe à l'intérieur de lui pour qu'il puisse se rendre compte et devenir plus conscient. On passe au point B. Ouais, on va passer au point B. Voilà, le risque aussi, donc, c'est que l'enfant comprenne, ah bah t'es pas capable de gérer, donc je le fais à ta place. Et ça peut avoir un coût à long terme parce que ça peut complètement le déstabiliser. Et ce qu'il enregistre, c'est pas, ah bah on est là pour t'aider, c'est je suis pas capable de me débrouiller seul. Donc voilà, s'il est jamais mis, lui, face à la difficulté et à trouver une solution, il peut pas apprendre. Donc faire systématiquement à sa place ou prendre les devants, pour ça lui rend pas service parce qu'il apprend pas à développer ses propres ressources. Du coup, ce qui se passe dans le corps, en fait, quand le corps, il apprend vraiment par l'expérience et pas par la théorie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation parfois de penser ou de connaître quelque chose ou de dire, je sais pas, je veux être comme ça ou je veux. Et en fait, intérieurement, c'est pas du tout ce que vous ressentez. Donc, c'est parce que le corps, il apprend vraiment par l'expérience, par les sensations, voilà, et par le langage après en mettant des mots dessus. Et du coup, l'enfant, il a vraiment besoin de ressentir dans son corps qu'il a traversé quelque chose de difficile et qu'il est là intact, en fait, qu'il ne s'est pas écroulé. Voilà, ça fait partie de la confiance en soi, ça fait partie de l'auto-estime, c'est de pouvoir dire, OK, c'est difficile, je traverse une période qui est compliquée, et en même temps, je continue à être là, je continue à être ancré, je continue à être présent, je continue à être vivant, je continue à... Donc ça c'est très important de relever ça chez son enfant. Et en fait, le parent qui reste présent et qui reste à côté de la situation, qui ne vient pas se mettre dans la situation, mais qui reste vraiment à côté et qui est présent, qui est stable et qui est disponible, voilà, ça va offrir quelque chose de beaucoup plus durable sur le long terme que le parent qui vient se mettre dans la situation à vouloir régler à la place de l'enfant. D'accord ? Donc ça, c'est aussi penser que dans une situation de harcèlement, quand c'est possible, donc plus, comme Sonia disait, des violences subjectives, de pouvoir accompagner l'enfant, parler avec lui, comprendre et mettre des mots sur ce qu'il ressent, voilà, va vraiment l'aider à avancer beaucoup plus stable et beaucoup plus présent aussi, lui, dans cette situation-là. Un autre problème avec ces réactions qu'on a quand nos enfants vivent des difficultés, c'est que ça risque, surtout si on rassure ou qu'on minimise, en fait, ça coupe la fenêtre émotionnelle.
quand notre enfant souffre, on aimerait que sa souffrance s'arrête. Donc on va essayer de tout de suite y mettre fin en le rassurant, en faisant sa place, en prenant les devants. Mais l'émotion, c'est une énergie qu'on a dans notre corps et qui se manifeste, on peut vraiment la ressentir comme une énergie. Et si on la laisse pas prendre sa place, si on la laisse pas s'exprimer, elle va s'enfouir quelque part à l'intérieur de notre corps, elle va rester et elle risque de ressortir à un autre moment plus fort ou dans une autre situation ou sous forme de maladie ou de mal-être ou d'anxiété. Donc, quand votre enfant ressent une émotion forte, le mieux c'est de l'accompagner dans cette émotion, de le laisser la traverser en entier, en sécurité avec vous et de ne pas essayer d'éteindre en disant mais arrête d'être angoissé ou n'aie pas peur comme ça. Non, ok, tu es angoissé, très bien, comment ça te fait à l'intérieur de ton corps? Et rester avec lui, le laisser vivre ce ressenti jusqu'à ce qu'il parte par lui-même. Parce que comme l'émotion, c'est une énergie qui s'exprime, puis qui s'en va. Elle reste jamais très longtemps. Par contre, si on la coupe, elle s'enfuit, elle reste comme une bombe à retardement à l'intérieur du corps. Et c'est ce qu'on a tendance à faire quand on n'a pas appris à traverser ces émotions, c'est à les restreindre. Et ça crée pour beaucoup de gens de l'anxiété, des problèmes de maladie et plus tard dans la vie, parce que ça ressort de choses qu'on n'a pas été exprimées. Le docteur Dufour, qui était responsable de la médecine de guerre au CICR, s'est rendu compte que lorsque les hommes revenaient de l'armée, blessés, ceux qui pouvaient exprimer l'émotion du traumatisme étaient beaucoup moins impactés psychologiquement que ceux qui avaient retenu l'émotion et qui s'étaient retenus de ressentir, qui avaient bloqué tout ça en eux. On a remarqué maintenant à quel point c'est la non-expression de l'émotion liée à l'événement qui crée le trauma et pas l'événement lui-même. Donc, quand vous subissez quelque chose de traumatique, si vous arrivez à exprimer entièrement l'émotion, vous serez beaucoup moins marqué à long terme que les gens qui font comme si ça va aller et qui font tout de suite, qui se permettent pas en fait d'exprimer l'émotion liée à l'événement. C'est pour ça que maintenant, quand il y a des gros drames, comme il y a eu par exemple à Grand Montana cet hiver, ils ont tout de suite pris les gens, les jeunes, ils les ont tout de suite fait exprimer ce qu'ils ont vécu et parler pour pouvoir libérer l'émotion, parce qu'on a vu à quel point c'est important. Ça me fait penser ce que tu dis. Maintenant, ce qu'on appelle la troisième génération de l'accompagnement psychologique, ils se basent vraiment justement sur l'expression des émotions et l'acceptation, plus que sur le retour sur le trauma, sur ce qu'ils ont vécu et tout ça. C'est vraiment le nouveau courant psychologique qui se développe en ce moment. Enfin, en ce moment, il y a plusieurs années maintenant. Mais les tendances EMDR, ces nouveaux accompagnements psychologiques sont vraiment basés sur la libération et l'expression des émotions, plus que sur le revenir sur le trauma en soi. Et c'est vraiment ce que tu dis, je rajoute un petit peu, je répète plutôt ce que tu dis, mais c'est effectivement quand l'émotion n'est pas exprimée, en fait, le corps va l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ça peut être effectivement par des douleurs, des maladies, ça peut être des dermatites aussi, tout ce qui est eczéma, psoriasis. Voilà, ça peut être aussi une émotion qui n'a pas été exprimée. Perte de cheveux, par exemple, aussi. Perte de cheveux, exactement, oui. Donc, en fait, le corps et l'esprit, ils ont vraiment besoin d'être entendus avant d'être calmés. Le fait d'avoir un enfant qui est dans un stress émotionnel et de lui dire calme-toi, ça coupe tout de suite l'émotion. Voilà, le fait de dire je vois que c'est vraiment dur pour toi, c'est difficile, ça génère beaucoup de colère, de pouvoir exprimer tout ça. L'enfant il est entendu et ensuite on peut revenir sur quelque chose de plus rationnel, de raconter quelque chose un peu plus de plus être dans l'émotion justement. J'ai bien aimé cette phrase que tu viens de dire. Je vais la noter aussi pour moi que l'émotion a besoin d'être entendue avant d'être calmée. Entendue avant d'être calmée. Ouais, c'est super bien dit. Je passe au point suivant. Oui. Je te laisse peut-être commencer sur ce point. Alors, du coup, quand notre enfant souffre, on l'a déjà dit, du coup, son système nerveux, il s'active. Donc, il y a des émotions qui vont apparaître, qui vont être la peur, l'impuissance, la colère. Et ces émotions, donc on a déjà dit, elles sont réelles et elles sont légitimes.
Ce qui peut être problématique parfois, c'est que ça répond à notre propre activation et pas ce dont l'enfant a besoin à ce moment-là. En fait, bon, alors déjà, une émotion, elle se transmet très, très facilement. C'est important d'être conscient de ça. On parle du rire contagieux, il y a aussi le stress contagieux, clairement. C'est, donc, ça se transmet aussi très facilement. Donc, il y a notre enfant qui est dépassé, qui est débordé par une émotion. Il y a cette transmission d'émotions que parfois on n'est pas capable de gérer. Et il y a cette émotion qu'on ressent face à cette situation-là. Donc, on va avoir besoin parfois de calmer notre propre anxiété, de calmer notre propre colère, de calmer. Et du coup, on va être dans ces mécanismes de défense dont on a parlé un peu plus tôt, qui est le fait de minimiser la situation, de minimiser l'émotion, d'intervenir, de lui donner des conseils. Et tous ces réflexes-là, en fait, sont majoritairement pour nous calmer, nous. Voilà, et pour nous décharger aussi d'une certaine responsabilité. Alors, c'est peut-être un peu bizarre quand je vous dis ça, parce que quand on intervient, on est dans cette responsabilité-là aussi. Et cependant, il y a quand même cette notion de l'enfant est dans une situation difficile. Si on veut justement, si on est dans cette dynamique de se dire, OK, c'est difficile, mais c'est vraiment une opportunité d'apprentissage aussi pour lui. Qu'est-ce que je peux, moi, mettre en place pour lui, pas pour moi, pour lui, pour l'aider à traverser cette situation-là. Et là, notre responsabilité, c'est l'aider lui. Voilà, c'est plus de l'aider à sa place. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, de se dire que ces 5 réflexes dont on a parlé, ce sont majoritairement des réflexes qui sont là pour nous calmer, nous, ou pour nous décharger d'une responsabilité, pour éviter d'être confronté à ça parce que c'est trop dur de voir notre enfant souffrir. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense complètement instinctifs. Voilà, on parlait des réflexes instinctifs, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas du tout pour vous culpabiliser. Et c'est vraiment pour prendre conscience de « Ah, j'ai envie de faire ça, alors attends, j'ai envie de faire ça, c'est pour qui? C'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour la situation, c'est pour quoi ?» Voilà. Et du coup, avant de prendre cette réflexion-là et de dire « Ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être un peu trop pour moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ?» Voilà. Et du coup, d'arriver à séparer l'état émotionnel de l'enfant, mon état émotionnel et la situation en tant que telle, qui génère toute cette émotion-là. Vous pouvez aussi, en tant qu'adulte, parce qu'on n'a souvent pas appris à le faire quand on était enfant, apprendre à réguler vous-même vos émotions pour pas rester justement dans la colère ou dans la panique et impacter votre enfant avec ça. Et aussi parce que quand on est très émotionnel, on n'arrive plus à réfléchir et à prendre de bonnes décisions. Donc, je vous engagerai à essayer de vous calmer avant de décider quoi que ce soit, parce que justement, on n'a plus accès à la réflexion intelligente quand on est dans la panique et dans le trop émotionnel. Des fois, c'est vraiment de dire, OK, j'ai reçu là une information qui me touche émotionnellement. Vous pouvez aussi dire à votre enfant, laisse-moi 1 heure, je vais aller marcher, je vais aller faire un tour, je vais réfléchir à tout ça et ensuite, on va calmement décider de comment on va réagir. Parce que souvent, il n'y a pas besoin de réagir dans la minute. Souvent, on a quand même le temps de pouvoir laisser tomber l'émotion et décider ensuite de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup moins émotionnelle pour que ça impacte moins l'enfant. Parce que toujours la question, c'est de quoi mon enfant a besoin? Et ça, c'est difficile d'y répondre si vous-même vous êtes en état de panique et choqué par ce que vous venez d'apprendre. Voilà, donc en fait, ce qui peut changer, c'est de construire la force de l'intérieur au lieu de chercher des solutions à l'extérieur. Et comme on l'a déjà dit précédemment, donc de développer cette force intérieure chez votre enfant, de lui donner des outils, de lui apprendre à gagner confiance en lui et d'avoir des ressources pour gérer ses émotions et pour gérer les relations, mais basées sur sa force intérieure à lui. Donc voilà, la première chose, ce serait de recevoir, d'écouter sans réorienter. Et ça, c'est très difficile parce que on a tendance, quand notre enfant nous donne un problème qu'il a, à vouloir tout de suite lui donner des conseils. Alors que c'est beaucoup plus utile de recevoir l'émotion, de recevoir ce qu'il a à dire. Des fois, on peut être simplement assis à côté
et de lui dire, voilà, maintenant je t'écoute, vas-y, parle, sans interrompre. Et le moyen qu'on peut faire, par exemple, pour l'inciter à parler, c'est de reformuler ce qu'il vient de dire, ou simplement, ah, j'ai bien compris que tu viens de me dire ça. Et comme ça, il peut développer, sans lui donner votre avis, mais en lui posant des petites questions pour lui permettre de continuer à exprimer ce qui est derrière et ce qui est au fond. Parfois, les choses importantes ne viennent pas tout de suite. Parfois, il faut passer du temps avec l'enfant et c'est au bout d'une heure ou deux où tout d'un coup, il va pouvoir vous exprimer le fond de ce qui lui fait mal parce qu'il va tout d'un coup, il y a quelque chose qui va lâcher, il y a sa protection qui va lâcher et il pourra vous parler parce qu'il se sentira mieux. Et c'est pour ça que de tout de suite vouloir trouver une solution, ça vous rassure, mais ça coupe l'écoute. Donc voilà, simplement raconte-moi, je suis là, le prendre dans les bras, s'il a besoin de pleurer, le laisser pleurer. C'est pas grave de pleurer, ça permet de calmer l'angoisse et le stress. Les larmes, ça aide aussi. Donc acceptez que c'est peut-être dur pour vous de voir qu'il n'est pas bien et que vous ne pouvez pas tout de suite le soulager. Et laissez-le parler, laissez-le pleurer, prenez-le dans les bras et prenez le temps simplement d'être en présence avec lui dans ces moments pour qu'il se sente entièrement reçu dans sa souffrance et dans ce qu'il vit. Alors, je rajoute quelque chose sur le corps parce que je ne sais pas si vous savez, dans la communication, il y a 75% de communication qui est non verbale et 25% oui, de verbal. Donc, la communication non verbale, elle est énorme. Et parfois, on n'est pas du tout conscient de ce que dit notre corps, alors qu'on est en train on a ce désir d'être profondément disponible, d'être profondément présent pour notre enfant, et on reçoit donc peut-être soit un tsunami, soit on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il y a une certaine angoisse, donc il y a les sourcils qui commencent à faire ça, puis peut-être qu'il y a les épaules qui commencent à faire ça, puis peut-être que... Voilà. Et du coup, tout ça, en fait, on renvoie à l'enfant peut-être un message qui n'est pas du tout le message qu'on veut envoyer. Donc, je vous invite vraiment à, quand votre enfant va vous parler déjà, à penser si vous êtes disponible. Parce qu'il y a aussi des moments où on n'est pas du tout disponible. Enfin, on est plongé dans nos pensées, on a quelque chose qui est aussi stressant. Donc peut-être dire, OK, là je vois que ce que tu as envie de me dire, c'est hyper important. Là, je sens que je ne vais pas du tout être disponible pour toi. Est-ce que si on en parle dans 2 heures, tu es d'accord? Voilà. Il y a aussi cette possibilité-là. Vous avez le droit de penser à est-ce que je vais être disponible pour mon enfant à ce moment-là. Si vous sentez l'urgence et tout, c'est voilà, de prendre le temps de se vider un peu la tête, de se poser tranquillement et de prendre un peu conscience de son corps, de peut-être faire un petit peu de... j'ai plus le mot. La respiration cohérente, ça s'appelle pas comme ça. La cohérence cardiaque. Voilà, de faire un tout petit peu de cohérence cardiaque pour se remettre aligné avec soi. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, il s'agit avant tout de respirer profondément, en conscience, calmement, pour calmer notre système nerveux. Voilà, il y a des applications sur le téléphone. Il y a plein d'exercices, oui. C'est facile de trouver. Et du coup, de laisser votre téléphone de côté, d'être assis avec lui, de ne pas se lever tout le temps, de s'assurer qu'il n'y ait pas le petit frère, le mari, la petite sœur qui vient dire maman, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Voilà, de pouvoir être attends, je suis avec ton frère, j'ai besoin d'en parler. Ou on s'enferme dans la chambre. Voilà, un moment où on est vraiment tous les deux sans être dérangés. Et voilà, d'être conscient de l'attitude de notre corps. Ça, c'est vraiment c'est hyper important parce que, j'insiste encore une fois, c'est 75% de notre communication et c'est très déstabilisant d'avoir quelqu'un qui veut nous écouter et qui a une attitude corporelle un peu comme ça. Voilà, c'est pas du tout, on n'a pas envie de parler en fait à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment important d'être dans cette conscience corporelle quand on est dans l'écoute. Oui, être là pour son enfant quand il a un problème, c'est pas lui trouver la solution vite à sa place, c'est être présent avec lui pour qu'il puisse lui-même trouver ses propres solutions en fait. L'idée aussi, c'est de valider ce qu'il ressent et ce qui lui arrive, c'est-à-dire tu as le droit de ressentir ça. Je comprends que c'est difficile ce que tu vis, mais sans rentrer dans le catastrophe. Ah mon Dieu, mais c'est horrible. Ah oui, mais ils sont méchants et ils t'ont fait ça. Parce que lui dire ils sont nuls et toi tu es formidable, ça vous rassure vous, mais ça lui fait pas du bien à lui. Lui, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est tu as le droit de ressentir ça. Je comprends que c'est difficile pour toi.
Je comprends que d'entendre ça ou que ce soit que ça te fasse du mal, c'est tout à fait normal de se sentir comme ça pour le valider, pour qu'il se sente reçu. Ce qu'on vit, nos émotions, c'est une partie de nous. Donc quand elles sont pas reçues, c'est comme si nos parents ne reçoivent pas qui on est. Et de pouvoir dire, ah, je me sens mal, je me sens triste, et que notre parent nous dise, écoute, je comprends que tu sois triste, bah, c'est comme si on était reçu entièrement en tant que personne et validé dans nos ressentis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment apporter beaucoup de confiance en lui à votre enfant et d'amour, en fait, de se sentir entendu et reçu pour qui il est vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire aussi pour leur bien. Je rajoute juste, c'est vraiment en lien du coup avec le fait de se concentrer sur l'interne, ce que tu ressens, ces émotions, c'est légitime, c'est OK. Et le fait de dire ils sont horribles, là, ils sont vraiment méchants, ah, c'est vraiment nul, ce que c'est vraiment triste ce que tu vis, là, c'est reporté sur l'extérieur de nous. Voilà, donc on va vraiment se concentrer sur ce que ressent l'enfant. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que au lieu de dire bon bah qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est de lui dire mais comment tu t'en es sorti la dernière fois, comment tu avais fait, et comme ça lui permet d'aller chercher dans son souvenir. Peut-être qu'il n'y arrive pas sur le moment parce qu'il est trop émotionnel, mais de le ramener justement dans un moment plus calme et dire voilà mais il t'est déjà arrivé un jour des choses similaires et comment tu avais fait, pour qu'il puisse se rendre compte même avec des plus petites choses qu'il avait quand même les ressources et qu'il peut les développer lui-même. Parce que peut-être qu'il ne voit pas les solutions simplement parce qu'il est trop touché émotionnellement et que du coup, bah, il est dans l'émotion, donc il n'est pas dans la recherche, dans la possibilité de voir les solutions. Et ça contribue aussi à renforcer sa confiance en lui, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez lui montrer, euh, le reconnecter à sa mémoire de réussite. Ok, tu as vécu ça aujourd'hui, c'est compliqué, mais regarde, il y a 2 ans, il t'est arrivé un petit peu quelque chose de similaire, puis regarde, tu t'en es sorti finalement, tu as réussi à faire ça, et là, vous pouvez renforcer la confiance en lui et le reconnecter au fait qu'il avait réussi par le passé, donc qu'il a les capacités maintenant et à l'avenir de trouver des solutions pour s'en sortir. En psychomotricité, quand on passe par le corps, on parle de trois niveaux corporels, si je peux dire ça comme ça. C'est l'ossature, les muscles et la peau. Et en fait, si repasser avec votre enfant à travers soit des massages, ce qu'on appelle les massages profonds, donc c'est des pressions profondes, soit ce qu'on appelle des percussions osseuses, c'est d'aller toucher les os, d'aller tapoter les os, voilà, toutes les parties osseuses de notre corps. Ça remet l'enfant, déjà ça le reconnecte à son corps, ça remet vraiment une conscience corporelle, et ça remet l'enfant dans un soutien dur, stable, qui ne s'écroule pas. Et en fait, au niveau psychologique, ça apporte beaucoup justement de réassurance, de compétence, voilà, le fait d'être solide face à une situation qui est difficile. Donc, je vous invite vraiment à tester ces petites techniques, à être persévérant. Voilà, Concrètement, ça veut dire que tu vas, par exemple, toi-même tapoter sur sa main ou c'est lui-même qui se le fait? non, alors, ça dépend ce qu'il préfère lui aussi. C'est important de demander aussi au niveau Mhm. sensoriel, ouais, il peut être plus sensible ou quoi. Donc, soit lui, soit une autre personne de confiance qui viennent vraiment chercher les parties osseuses du corps. Voilà, donc, alors, la partie principale, ça peut être juste la colonne vertébrale où on ressent énormément de vibrations. Je vous invite à le faire peut-être entre conjoints, comme ça, de sentir un peu ce qui se passe avant de le faire avec votre enfant. Les épaules, voilà, les os très durs, le crâne, c'est hyper. Ça ressent on ressent beaucoup de vibrations, c'est très Mhm. relaxant. Et ça vient apporter cette sensation de détente et à la fois cette sensation d'unification et de solidité. Voilà, je suis là, j'ai mon corps, voilà, qui me tient et qui est capable en fait, enfin, voilà, qui est là, qui est présent quoi. Alors moi, j'ai aussi un petit exercice que je peux partager avec vous à ce stade parce que tapoter, c'est super utile. Mais alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quelque chose qui s'appelle, alors, il y a plusieurs noms. Un des noms, c'est la régulation émotionnelle ou TIPI. Il s'agit de demander à votre enfant qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. C'est où? Mets-toi dans la sensation de ce que tu ressens. Est-ce que c'est dans ton ventre? Est-ce que c'est dans ta poitrine? Est-ce que ça serre? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça oppresse? Et vous l'invitez à juste observer la sensation et à rester focus sur la sensation sans commenter oui mais c'est horrible, j'ai peur, et il s'est passé ça, puis c'est méchant, puis je ressens ça. Mais juste
de dire, ah, c'est dans ma poitrine, ça m'oppresse, ça me serre, ah ben maintenant ça se déplace, maintenant ça descend par exemple, et je le sens maintenant qui descend dans mon ventre, ça fait comme une boule, ou ça fait chaud, ou m'appuie, et pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train d'alimenter les pensées négatives, donc il va calmer son système nerveux, et ça permet c'est vraiment une manière de faire passer l'émotion, parce que du coup vous lui donnez toute l'attention, et une fois qu'elle aura pu s'exprimer, elle s'en va. Et en 1 minute 30, quand on s'habitue à le faire, on peut traverser n'importe quelle émotion de cette manière-là. Parce que la durée de vie d'une émotion qui est bien reçue et bien entendue, c'est 1 minute 30. Si on reste plus longtemps dans l'émotion, ça veut dire qu'on ne l'a pas reçue en soi pleinement. Et voilà, c'est pour ça que cet exercice permet de mieux recevoir les émotions pleinement en soi. Donc voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Déjà, c'est que protéger, c'est pas d'éliminer les obstacles, mais c'est d'être à côté pendant que votre enfant les traverse et peut-être lui donner la main pour qu'il trouve ses propres solutions quand c'est possible. Parce que l'amour, oui, mais il faut pas faire à sa place en fait. Lui donner confiance qu'il peut le faire lui-même, c'est super important. Lui donner accès à ses ressources intérieures au lieu de faire à sa place et de régler les problèmes. Un problème arrive et c'est une opportunité d'apprendre quelque chose. À partir du moment qu'on se focus sur les solutions qu'il peut trouver par lui-même, au lieu de se focus sur le problème, ça lui permet justement de développer des solutions et de gagner confiance en lui. Alors, du coup, j'annonce les prochaines conférences. Oui, alors attends, je vais passer à la... Du coup, on a prévu plusieurs conférences qu'on vous mettra en ligne comme ça. Donc, la prochaine, ce sera justement sur les émotions. Chaque émotion a ses codes, la colère, la peur, la honte. On va essayer de traiter les principales et de comprendre vraiment qu'est-ce qu'elles viennent nous dire. Voilà, de peut-être vous donner des petites techniques aussi sur comment justement les valider. Voilà. Ensuite, on aura une conférence sur le harcèlement, que faire concrètement. Vous donner des outils qui marchent, du coup. On va la faire juste avant les grandes vacances d'été. Ça vous permettra d'avoir des exercices, des jeux que vous pouvez faire pendant les vacances avec votre enfant pour renforcer ses compétences relationnelles et qu'il apprenne d'autres manières de réagir. Et ça, si vous pouvez jouer avec lui pendant l'été, vous verrez, c'est plutôt sympa en plus. C'est des petits jeux de rôle que vous pouvez faire avec lui en voiture quand vous allez à la plage ou simplement dans toutes les choses que vous faites à manger. Et comme ça, vous lui entraînez en autre système de réponse qui fait qu'il arrivera beaucoup plus confiant à la rentrée. Voilà, et puis la dernière qu'on vous proposera à la rentrée, du coup, c'est de vous donner des outils très concrets pour vous, parents. On a parlé beaucoup de la gestion émotionnelle aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la reconnaissance de la conscience corporelle aussi. Voilà, donc beaucoup d'outils comme ça qui vous permettront justement d'accompagner votre enfant au mieux selon ce que vous souhaitez aussi pour lui. Voilà. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur tous ces sujets, vous pouvez contacter soit Marguerite, soit moi-même par le biais des réseaux suivants où vous nous regardez. N'hésitez pas à nous écrire, à commenter, à nous poser des questions, à nous suggérer des sujets pour les prochaines conférences aussi, des thèmes qui vous intéressent pour qu'on puisse approfondir certains sujets. Pour le moment, c'est les premières conférences, alors on va aller du plus large au plus précis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Et comme ça, on pourra non seulement vous répondre, mais ensuite orienter aussi les prochaines conférences en fonction de vos attentes et de vos besoins. Super. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Marguerite. Et à bientôt tout le monde. Et... Au revoir. Au revoir.